Alors André Schneider, quel est le sens de votre candidature sur cette troisième circonscription du Bas-Rhin? Alors, le sens de ma candidature dans cette troisième circonscription du Bas-Rhin, c'est d'abord continuer à faire, même pas les grands mots, mais profiter au sens noble du terme, mes concitoyens, mais peut-être aussi mes collègues élus, de mon expérience et disons-le aussi de mon souci de la modération, de la pondération dans un débat démocratique qui ces derniers temps était plutôt un peu trop bif à mon goût. Pouvez-vous nous dire comment vous envisagez votre rôle des députés? Alors d'abord, je voudrais redire haut et fort que les députés, vous le savez bien, sont élus pour une double fonction, et essentiellement pour ça, c'est d'être à l'Assemblée nationale, de participer aux travaux des commissions, de participer à l'élaboration de la loi, à ces amendements, si d'aventure celle qui est proposée ne me convient pas tout à fait, et deuxième acte très fort, le contrôle de l'action gouvernementale. Je voudrais dire à mes concitoyens d'abord une chose, ça n'est pas un super élu local. Mais, une fois qu'on a dit ça, il est clair que, moi qui suis un littéraire, vous ne vous étonnerez pas si je pratique des mots de la littérature classique, on doit pratiquer l'innutrition, c'est-à-dire sur le terrain. On ne doit pas aller dans un bocal clos à Paris, parce que celui qui n'y prend garde, ça peut être ça au bout d'un certain temps. Et bien garder ses pieds et ses racines sur terre. Alors il y a un long débat sur lequel je pense qu'il n'aura pas le temps de s'étendre, c'est celui, faut-il oui ou non cumuler des mandats? Moi je ne vous répondrai ni par oui ni par non, je vous dirai simplement qu'il me paraît important qu'un élu national ait touché d'assez près un mandat local. J'ai dit ait touché. Je ne dis pas forcément qu'il faille le cumuler après. Voilà. Mais enfin, vous le savez bien qu'en vertu de la non-discrimination, c'est logique, on ne peut pas barrer la route à tout Français pour être candidat à une élection nationale. Je crois qu'il faut vraiment avoir une assise de terrain. Puis troisième aspect, et je crois que là nos routes se croisent assez souvent, c'est de partager la vie des gens, d'être à leur contact, de les écouter. Ils nous parlent beaucoup plus facilement souvent dans un lieu neutre, autour d'une fête, même pourquoi pas, que de venir vous voir ou vous demander un rendez-vous, bien que dans mon cabinet je reçois grosso modo par an. N'ayons pas peur des mots, plus de 1000 personnes. Pas forcément toujours moi-même, j'ai aussi des collaborateurs pour ça et des collaborateurs à Paris, parce que les gens ont besoin de contact. Alors, dans la dernière campagne présidentielle, on a vu le retour de l'Europe bouc émissaire, qui était responsable quasiment de tous les maux. Alors, pourtant, les traités sont adoptés à l'unanimité par les gouvernements des pays, et les commissaires également sont nommés par les gouvernements. Quelle est votre vision de l'Europe? Monsieur, parce qu'on est en Alsace, elle est extrêmement simple, on ne peut pas être alsacien sans être européen. Et qu'il me soit permis de vous préciser quelques éléments qu'on ne connaît pas très bien ici, parce que malheureusement, les médias en général, je ne porte pas de jugement, locaux ne s'intéressent pas forcément à ce que font les élus nationaux qui siègent dans les assemblées parlementaires. Alors, j'ai le bonheur d'être vice-président de la délégation française à la PCE, donc à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, que nos concitoyens appellent plus généralement le Conseil de l'Europe, alors que vous savez bien, c'est deux entités bien différentes. Et j'ai eu le bonheur de présider la sous-commission jeunesse et sport. Je suis sûr que vous connaissez bien un des deux centres européens de la jeunesse, puis je suis de Strasbourg, je suis de Budapest. Et donc, d'avoir un rôle, moi, l'enseignant, l'éducateur, chef d'établissement, de faire une tournée européenne. Allez, disons, en Alsace, on peut se permettre pour prêcher la bonne parole en matière de citoyenneté démocratique européenne. Il y a du chemin à faire. Et Strasbourg est un symbole. Il faut respecter ce symbole. Alors, il y a évidemment l'Assemblée de l'Union européenne. Je suis également membre de la Commission des affaires européennes. À ce titre, j'ai présenté plusieurs rapports. L'originalité de notre commission à l'Assemblée, c'est qu'on les présente paritairement. Par exemple, le dernier en date, on ne cite que celui-là, 28 février dernier, en parfaite
fait un biose avec mon collègue député socialiste Philippe Tourtelier, on a présenté un rapport important sur sécurité, l'énergie et le changement climatique. Il y a éventuellement d'ailleurs à votre disposition un exemplaire, parce que c'est vraiment intéressant. C'est pas parce que Schneider Tourtelier l'ont fait, mais parce que notre assemblée s'est penchée avec des contacts internationaux évidemment sur des vraies questions. Et ça me permet presque un petit peu de vous parler de ce que j'entends faire ici et à l'Assemblée. C'est à se préoccuper de l'avenir de notre jeunesse. Alors, je ne peux pas ne pas parler évidemment de l'éducation, j'en suis un pur produit, de l'école publique. Je vous l'ai déjà dit, issu d'un milieu plus que simple, et l'école de la République, c'était mon ascenseur social. Alors, c'est vrai qu'on peut en dire plein de choses, et je ne me priverai pas de les dire, aujourd'hui comme hier, là où il faut, sans esprit polémique outrancier. Mais l'avenir de notre jeunesse, elle est plutôt dans l'Europe. Alors, vous avez évoqué des prises de position dans un débat récent, je ne reviendrai pas là-dessus. Moi, je resterai fidèle d'abord à notre devise alsacienne, l'Europe, Strasbourg dans l'Europe, et nos gamins, permettez-moi l'expression, pouvant circuler dans un pays qui devient un périmètre bien plus important. Alors on va revenir à des questions plus locales, même si elles ont des origines nationales, mais elles ont des incidences locales. Alors quel est votre point de vue sur le classement en réserve naturelle de la forêt de la Robertsau, qui est apparemment traîne depuis longtemps? Aussi un petit peu d'histoire. Vous savez que j'ai été longtemps élu local et passionnément élu local à Wenheim. Me permet de rappeler qu'en 1977, j'étais le premier élu local en Alsace, avec l'accord de mon maire de l'époque, pour créer une commission communale de l'environnement et du cadre de vie, et que j'ai présidé avec beaucoup de plaisir. Et de rencontrer des gens de tout courant de pensée, même sans forcément courant de pensée tout court, politique j'entends. Et la forêt du Rhin, oui, je sais qu'un de mes collègues conseillers municipaux était un des présidents de pêche d'une de ces gravières que vous connaissez, d'autres, un monsieur que vous connaissez qui est de la Robertsau, je ne vais pas le nommer là pour ne pas le mettre mal à l'aise, et qui a à l'origine de l'ouverture à nouveau d'un petit cours d'eau, etc., etc. Les uns et les autres, on ne peut pas ne pas aborder, puisque je parlais d'énergie, le port au pétrole, ni les petites choses en face, hein, d'accord? Donc, je connais toutes les limites géographiques de ma circonscription, je suis passionnément l'élu de tout le monde. Alors, qu'est-ce qui bloque pour le classement de cette forêt? Écoutez, alors là, très très honnêtement, le détail, je ne le connais pas. Mais pour vous, c'est quelque chose qui est prioritaire. Ça doit se faire. Je veux dire, monsieur, mais vraiment, du fond de mon cœur, l'environnement, l'écologie, ça n'a pas de religion, ça n'a pas d'odeur. C'est tout le monde, parce que c'est nos gamins. Si ça vous intéresse, je vous parlerai tout à l'heure de l'eau dans le monde, parce que ça intéresse, y compris les Strasbourgeois, ça devrait les intéresser. Donc, oui, je me battrai aux côtés de toutes les associations de quartier, d'ailleurs, c'est ce que je fais dans ce cadre-là, vous le savez, pour que nous aboutissions à Wenheim. J'ai bloqué en menaçant même le maire d'à côté, qui était mon ami, de m'asseoir avec des airs sous de la fontaine si on me touchait à mon poumon même. Eh bien, à la Robertsau, je serai à côté de tous ceux qui défendent la Robertsau. Alors, problème corollaire, mais le port au pétrole est au cœur de deux agglomérations maintenant, Kiel et Strasbourg, qui s'étendent, qui se développent de plus en plus. Êtes-vous favorable à un transfert? Parce qu'aujourd'hui, plus le temps va avancer, plus ça va devenir problématique. On sent bien que le PPRT actuellement, qui est une obligation, coince, pose d'énormes problèmes. Quel est l'avenir de ce site industriel? Je pense qu'il y a plusieurs problèmes à prendre en compte. Je suis sûr que vous avez rencontré Madame la Présidente du port autonome aussi, avec laquelle j'ai également une bonne relation. Il faut gérer à la fois le problème, disons, du classement du port et de l'activité portuaire, l'alimentation, bien sûr,
en énergie, et tant qu'il y en a encore de ce côté-là, c'est aussi l'objet de deux rapports que j'ai présentés. Et donc, bon, et de gérer en même temps l'environnement. C'est très contradictoire comme intérêt. Mais je pense qu'il faut bien sûr d'abord voir où on pourrait déplacer. Alors, c'est pas à moi de faire une proposition, je discuterai avec tous les tenants, et là aussi, en parfaite ouverture d'esprit, si on pouvait trouver une solution qui arrange tout le monde, ça serait super sympathique. Mais vous êtes plutôt pour un maintien sur site ou, pour favorable à un transfert? Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît incongru? Non, ça me paraît à court terme assez capital. Toujours encore une fois pour la jeunesse, pour nos enfants, vous êtes encore très jeunes, et même nous tous, il faut que nous réfléchissions à ça. Allez, c'est une fraise aux fruits sur le plan économique, mais c'est une des ruses sur le plan voilà, qualité de vie. Des riverains, ceux qui y travaillent ne l'entendent pas forcément. Donc il faut arriver, vous savez, voilà, je parlais tout à l'heure à quoi je peux encore bien servir, c'est surtout à être cette voix en Afrique, on dirait de la sagesse. Vous savez, j'aime beaucoup l'Afrique, mais de l'expérience. Parce que vérité, en deçà des Pyrénées, mensonge au-delà, la politique c'est l'art, au sens noble, du compromis, pas de la compromission. J'entends être dans cette voie-là. Alors, une série de questions de réponse par oui ou par non, mais vous pouvez rajouter un commentaire si vous le souhaitez. Est-ce que vous êtes favorable à la restriction du cumul des mandats en nombre et dans le temps? Alors, c'est une très bonne question à laquelle je réfléchis. Et pour répondre à votre toute première question d'ailleurs, encore un petit peu, vous vous doutez bien, enfin, c'est un petit peu quand même, c'est plus récent, que lorsque j'ai volontairement, et par la grande porte, quitté ma mairie, j'avais quelques repères de cohérence. Et donc, deux choses, j'aurais pu m'engager tout de suite. À l'époque, mais ça aurait été très mal pris par mes pairs, de gauche comme de droite, en disant, bon, écoutez, messieurs, dames, maintenant il faut s'arrêter. Bon, non. Puis sur la durée, et j'entends très bien votre question, et je vous dis, j'ai répondu tout à l'heure à la première partie. Oui, je pense sérieusement qu'un jour, pas trop éloigné, on gère tout ça intelligemment. Et c'est pour ça que je regrette un petit peu si on n'arrive pas, pour des raisons politiciennes, je dis bien politiciennes, à se mettre tous autour d'une table pour discuter franchement de ça. C'est l'histoire des métropoles, de non-métropoles, c'est l'histoire de la communauté urbaine, non-communauté urbaine, c'était l'histoire du Scotters, qui était une excellente chose. Alors, c'est dommage que lorsque Pierre le propose, parce que son drapeau il est rose et l'autre il est bleu, ou inversement, je n'accuse personne en particulier, il faudra bien que je parle de ça. Est-ce que vous êtes favorable à la parité imposée par la loi? J'aurais été tellement favorable à la parité naturellement mise en œuvre, et je l'ai fait. Petite anecdote, il vous reste 30 secondes, quand j'ai reçu le président de la République en exercice chez moi en mairie de Henheim le 21 janvier 1999. Vous savez que j'ai un petit peu d'humour, la solennité de l'accueil du président de la République, c'est quand même pas très courant. Et justement, à ce propos-là, devant tous les notables de ma petite ville, dans une ambiance très bon enfant, mais même tout le monde avait conscience de la solennité du geste. Je dis, Monsieur le Président de la République, dans un domaine qui vous est cher, ça lui était cher, je le connaissais bien. Je vous promets solennellement ici devant tout le monde que je rétablirai la parité en faveur des hommes. Parce que dans toute mon administration et tout, c'était absolument pas le cas. Donc moi je suis, et si j'étais femme, et j'essaie de les comprendre, n'aimerais pas de parité imposée, de machin, elle devrait l'être naturellement. Oui, je suis beau. Est-ce que vous êtes favorable à la dépénalisation du cannabis? Alors ça, c'est un très gros problème. Oui, non. On va essayer d'être très court. Pour être très court, pour l'instant, c'est non. D'accord. Est-ce que vous êtes favorable au mariage homosexuel? Je ne suis pas opposé. Est-ce que si une proposition de loi est faite, vous la votez? Écoutez,
j'en parlerai avec ma conscience et aussi avec mes appartenances. D'accord. Est-ce que vous êtes favorable à l'alignement sur le régime général des retraites des députés? Je pense qu'il faudrait poser d'abord la question à l'ensemble des députés de gauche comme de droite. Parce qu'aujourd'hui, c'est une question de tarte à la crème. Moi, je suis favorable à tout, je n'ai rien demandé. L'histoire des retraites des parlementaires, il faut quand même être un peu juste en erreur. Alors d'abord, on gagne net 5 300 euros. Très honnêtement, si j'étais encore principal de mon collège de Stockfeld, j'en aurais, maxi 300 moins. Le temps d'engagement n'est pas du tout le même, et j'étais un principal de collège aussi consciencieux que je pense être un député consciencieux. Mais nous... Vous sentez bien le côté symbolique de la chose. Voilà, nous, Alsaciens, ça va, mais je peux dire, les collègues parisiens... Le côté symbolique de la réforme des retraites, voilà. Effectivement, qui passe un tout petit peu mal, et c'est vrai que l'application, on dit, mais vous voyez, ils ont une retraite là-bas. Vous touchez à un point majeur, et qu'il faut tout mettre sur la table. Est-ce que moi, vous êtes d'accord sur le fait de dire que... Il faut un jour ouvrir tous les dossiers, tous, y compris de la fonction publique et de la haute fonction publique. Et pour ça, l'humble parlementaire d'opposition, j'étais en 97, j'avais essayé de faire avancer une proposition de loi qui réglerait tout le problème. Parce que c'est au niveau du statut de l'élu en général. Parce qu'en France, on n'est pas cohérent. C'est vrai. D'accord. Est-ce que vous êtes favorable au travail de dimanche? Alors, pour un Alsacien, droit local, je suis pour que les familles, on parle beaucoup des familles, puissent vivre leur week-end ensemble avec leurs enfants. On va parler peut-être de la semaine scolaire, c'est une petite idée aussi. Mais c'est vrai que, comme tout le monde, j'aime bien ma petite baguette fraîche de dimanche matin. J'ai d'ailleurs rencontré un jour ici, pas loin, un virulent défenseur anti-ouverture de tout le dimanche. Mais là, on parle de commerce, de l'extension de l'ouverture du dimanche. Alors, moi, non, je ne suis pas très favorable. Est-ce que vous êtes favorable à une modification de la loi Leonetti sur la fin de vie? J'ai travaillé avec Leonetti, c'était un type remarquable, mais j'avais travaillé à l'autre bout de la chaîne avec Jean Matteotti, qui est président de la Croix-Rouge aujourd'hui, qui était ministre, sur les questions d'éthique. Alors, ce sont des questions qui seront posées dans cette oui, en tout cas, je m'engagerai à fond dans le débat. Je suis pour qu'à un moment donné, devant la souffrance et l'appel au secours finalement de l'intéressé. Alors les médecins vous disent que l'être humain, à un moment donné, permettez-moi l'expression, a la capacité de jeter lui-même l'éponge. On le vit parfois avec certaines personnes âgées. Alors, moi, je m'en remets un peu à la science, mais il y a aussi la conscience qui dit que tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. C'est un très très gros débat. Je répète, je l'ai vécu à l'autre bout de la chaîne et je pense que vous me comprenez. Donc pour vous, la Leonetti ne doit pas être touchée. Pour l'instant, c'est une bonne joie. On peut rediscuter de tout. Les mentalités des gens évoluent aussi. Je pense qu'au départ, c'est un bon départ. Est-ce que vous êtes favorable à la suppression du concordat? Non. Est-ce que vous êtes favorable à l'extension du concordat à toutes les autres religions? Alors je vais vous donner une précision. Ma réponse, c'est oui. Ma réponse est oui, mais en réalité, c'est trop pointilleux pour ne pas l'avoir lu. Le concordat lui-même, il n'a pas à être modifié, il ne peut pas être modifié. Au départ, c'était que la religion catholique. Il y a eu des atalistes, si vous permettez l'expression, le mot n'est pas juridique, qui a élargi aux religions dominantes chez nous, protestantes, et israélites. Alors, si les juristes peuvent dire que cet aspect-là est retouchable, j'ai ouvert au dialogue. Moi, j'ai d'excellentes relations et je voulais vous dire, je passais pour, sans doute à tort, pour un expert au Conseil de l'Europe pour les questions interreligieuses. J'ai présenté un des plus grands rapports en 2005 sur cette question-là. Mais voilà, il n'y a pas de raison. Seulement, ça doit se faire dans le dialogue, dans la douceur, permettez-moi cette expression, et dans l'acceptation réciproque de l'autre.
Sinon, ça n'est pas possible. Et vous savez que là, il y a sûrement ici ou là quelques petits trucs qui font mal. Est-ce que vous êtes favorable au vote des résidents étrangers payant des impôts locaux aux scrutins locaux? C'est une vaste question. Je suis surtout un grand partisan de la réciprocité là aussi. Et deuxièmement, c'est tellement facile, la France est le pays, contrairement à ce qu'on dit, où on acquiert le plus facilement la nationalité. Ensuite, tout ça est très bien que malgré les accords binationaux, il y a plein de gens qui ont la double nationalité. Après les dates où ça ne se pratiquait plus, j'ai une belle-sœur allemande, elle était évidemment furieuse quand elle a dû ramener son passeport allemand au consulat. Là, il y a plein de choses pour se battre. Au scrutin locaux, je suis ouvert au dialogue. D'accord. Alors la question bonus. La question bonus. Le président Sarkozy n'est jamais venu au Conseil de l'Europe, donc vous êtes membre, ni son Premier ministre. Est-ce qu'il s'agit pourtant d'une institution majeure pour le maintien de la paix et des promotions des valeurs européennes? Est-ce à dire que l'ancien président et son Premier ministre n'aiment même pas le Conseil, ni ses valeurs? Très honnêtement, je ne pense pas qu'ils pensaient ça. Je fais partie de ceux qui ont beaucoup, même avant que j'y siège, ça fait 10 ans que j'y siège, toujours demandé à ce qu'on accorde plus d'intérêt, surtout à cette plus ancienne institution qui est à l'origine de la naissance de l'Europe, quoi qu'on en dise, et qui est à Strasbourg. Et j'ai dit à tous mes pairs, de gauche comme de droite d'ailleurs, que le Conseil de l'Europe, c'est le symbole de la démocratie en France. Mais justement, il n'y aurait-il pas eu l'occasion pour l'ancien exécutif justement de valoriser cette institution qui est d'abord l'institution la plus présente à Strasbourg en termes d'effectifs? J'ai déjà répondu à votre question. Tout le monde aurait dû valoriser le Conseil de l'Europe, le président précédent et les autres. Mais bon, là aussi, pragmatisme européen, urgence oblige, on vient au Parlement européen. Enfin, comme pas mal de ministres qui sont venus chez nous, je peux vous dire que la délégation française, grâce à Jean-Claude Mignon d'ailleurs, qui est maintenant président de l'Assemblée parlementaire, c'était le premier depuis l'Union, eh bien on a redonné un peu tout son éclat, mais cher monsieur, regardez les journaux locaux. Même quand on les invite, on dit venez, mais mince, c'est Strasbourg qu'on défend. Quand on ne défend pas Strasbourg, on ne défend pas la France. Et dernière observation, parce que je pourrais aussi vous parler, je suis président pour l'instant de la commission politique de l'Assemblée parlementaire francophone. C'est un vrai bonheur. Nous sommes d'abord le team français. Mais il y a là-dedans des collègues de toutes les couleurs politiques de l'Assemblée. Alors un vrai bonheur. Une dernière question, un pronostic pour les scores, le soir du premier tour? Écoutez, monsieur, qu'est-ce que vous ferez attendez, il n'y a aucun candidat qui vous dira pas qu'il voudrait bien gagner. Je ne pense pas être trop mal placé pour cette compétition-là. Je pense très sincèrement, est-ce que vous répondez à votre question, être en tête au premier tour, ça ne me paraît pas totalement irréaliste, mais je me convainc sereinement, l'esprit tranquille, la satisfaction de pouvoir me regarder en face, et je continuerai comme ça.